Bonjour à toutes et à tous. Merci également à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Je m'appelle Julia Tass et je suis co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat. Et je vais donc vous souhaiter la bienvenue en attendant l'arrivée de mon co-directeur François Gémen qui animera cette première table ronde. Je voulais profiter de cet événement, du premier événement de la deuxième édition de l'Observatoire Défense et Climat, pour présenter rapidement cette initiative. L'Observatoire Défense et Climat est donc un projet scientifique financé par la DGRIS, la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Et nous sommes maintenant dans la deuxième édition, le deuxième cycle de cet observatoire, dont la première édition avait permis de commencer la cartographie et l'identification des enjeux climatiques et la manière dont ils vont influencer la géopolitique et la sécurité et la défense au niveau international. Cet observatoire, la première édition avait permis pendant 5 ans d'étudier ces phénomènes de 2016 à 2021. Et donc, nous sommes vraiment ravis de pouvoir continuer à faire ce travail. La particularité de ce nouveau cycle, ça va être la fréquence des événements et le format de certains de nos livrables, notamment à travers des podcasts et des vidéos. Donc, on vous invite à suivre l'Observatoire Défense et Climat, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur le nouveau site de l'Observatoire Défense et Climat. Et on espère pouvoir créer beaucoup plus de liens avec les personnes que ces thématiques intéressent à travers les nouveaux formats que nous proposons pour les 4 prochaines années à venir. Et donc, ce matin, on va avoir l'occasion de discuter des États insulaires avec 2 focus, 2 concentrations. La première table ronde se concentrera sur les États insulaires de la Caraïbe, leur vulnérabilité climatique et la manière dont cela peut avoir un impact en termes de géopolitique, mais aussi de sécurité. Cette première table ronde a aussi pour objectif de nous permettre de restituer, de partager les conclusions de la première note de l'Observatoire Défense et Climat, deuxième édition. Première note qui porte spécifiquement sur ce thème. Et François Gémen aura le plaisir de la modérer. Et puis, nous allons ensuite continuer la matinée en votre compagnie avec une deuxième table ronde qui portera sur les enjeux de la COP27, la manière dont les États insulaires s'intègrent et portent leur message au sein des négociations internationales. Et donc, on essaye d'élargir un peu la focale lors de cette deuxième table ronde en s'intéressant toujours aux États insulaires, en essayant de se concentrer sur la Caraïbe, évidemment, mais ce sont des problématiques qui sont partagées par énormément de zones autour du monde. Et puis, en profitant pour avoir un retour de la COP27. Et pour cette deuxième table ronde, nous aurons le plaisir d'accueillir 2 chercheurs, mais aussi un diplomate qui revient directement de la COP27. Et donc, on aura l'occasion de discuter de ces enjeux-là. Cette deuxième table ronde se tiendra de 10h45 à 12h15 et on espère là aussi vous voir nombreux, ici comme à distance. Voilà, donc c'était un petit mot introductif. Nous allons maintenant attendre l'arrivée de François Gémen pour commencer la première table ronde. Merci à tous. Donc, je disais qu'il était temps de commencer cette première table ronde consacrée à la sécurité climatique dans la Caraïbe insulaire. On aura donc les apports de 2 chercheuses et d'une opérationnelle qui n'est autre que la chef d'état-major des forces interarmées dans les Antilles. Je les présenterai une à une avant leurs interventions, mais je vous propose de commencer par Virginie Duvin-Magnan, qui est donc professeure de géographie à l'Université de La Rochelle, chercheuse au laboratoire Lien de cette même université, responsable du master en sciences pour l'environnement et qui est également autrice principale pour le GIEC. Virginie, je te laisse la parole. Alors, juste pour être sûr d'être bien calé par rapport à vous tous, on aborde les sujets un par un, on aborde l'ensemble des sujets. Que je sache un peu là, précisément. Je propose qu'on aborde l'ensemble des sujets. D'accord, donc ça fait des interventions voilà, successives. C'est ça. Merci François.
Alors écoutez, moi, pour le coup, je vais aborder les choses en deux temps. D'abord, le premier temps consistera à répondre à la question qui semble anodine, mais qui est une question fondamentale et qui est la suivante. Quelles sont les spécificités de ces territoires? En quoi sont-ils climato-sensibles ou plus climato-sensibles que d'autres? On a coutume de les définir comme des territoires qui sont comme l'Arctique, comme les déserts, en première ligne des impacts du changement climatique. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'on doit mentionner, qu'est-ce qu'on doit signaler? Donc, je commencerai par ce premier point, cette question de la climato-sensibilité et de ce qu'elle recouvre. Et ensuite, bien sûr, parce que il n'est pas question de se quitter sur un bilan uniquement accablant, j'aborderai donc la question des solutions et des priorités de l'adaptation au changement climatique pour sécuriser autant que faire se peut ces territoires. Donc d'abord la question du risque et ensuite celle de l'adaptation. Alors d'abord, au sujet de cette climato-sensibilité, vous savez qu'on en vient aujourd'hui, dans le cadre des travaux du GIEC, à passer finalement de la définition du risque climatique, à définir ce que sont les risques majeurs. Risques majeurs. Et avec ce concept de risque majeur, on touche risques majeurs, risques émergents même. On touche là à ces risques qui menacent de déstabiliser les territoires, de les plonger dans une insécurité croissante, de les confronter à des phénomènes toujours plus catastrophiques, des phénomènes catastrophiques rapprochés, donc qui généreraient, et c'est bien ce que l'on craint, des crises à la fois systémiques, donc totales, des crises durables. Et on a d'ailleurs à l'échelle de la planète et dans la Caraïbe, puisque nous y sommes aujourd'hui, un excellent exemple de cet état de crise durable. C'est par exemple c'est la situation que vit Haïti. Et elle incarne bien ce qui menace ces petits États insulaires. On peut aussi penser à Porto Rico, qui se vide de manière structurelle de sa population. Donc on parle bien là, pour ce qui concerne les petites îles, qu'elles soient d'outre-mer ou qu'elles relèvent d'États indépendants, on a véritablement un risque de perte d'habitabilité et un risque de basculement dans une situation d'insécurité chronique qui ferait passer la crise du domaine du climat à l'ensemble des dimensions de la vie humaine, en fait, aujourd'hui. On craint pour la santé, on craint pour la sécurité alimentaire, on craint pour la sécurisation aussi des ressources en eau. Pensons à la situation de la Guadeloupe, qui est en permanence en difficulté dans ce domaine. On craint également l'effondrement des activités économiques qui sont toutes climato-sensibles dans ces territoires. On craint pour le coup la perte du patrimoine naturel avec un effondrement des écosystèmes, récifal d'abord, mais on sait que le récif corallien joue un rôle absolument fondamental pour le maintien des autres écosystèmes. Donc on pourrait assister à un effondrement des écosystèmes marins et côtiers en cascade, lui aussi. On craint pour la biodiversité terrestre avec des phénomènes de recul, de disparition d'espèces, de progression des exotiques envahissantes, etc., qui sont importants. Donc voilà de quel type de risque on parle. Alors le risque, vous le savez, il se place au carrefour de trois grands concepts que je vais reprendre les uns après les autres pour essayer d'illustrer les mécanismes qui sont à l'œuvre et qui sont donc générateurs de cette insécurité croissante. Le premier, c'est l'aléa, le second, c'est l'exposition, et le troisième, c'est la vulnérabilité. Quand on pense aux aléas climatiques dans ces territoires, on doit d'abord signaler qu'ils ont une magnitude qui est sans égale avec celle des aléas qui peuvent se manifester sur nos territoires métropolitains ou continentaux de manière plus générale. Des rafales de vents cycloniques
potentiellement accélérée par la configuration du relief à Saint-Martin et plus encore à Saint-Barthélemy en septembre 2017 pour ce cyclone de catégorie 5 qui a été Irma. Ça a été du 410-415 km/h. La tempête Oxynthia en Charente-Maritime, février 2010, 158 km/h. On a de la même manière, vous le savez, avec les épisodes de précipitations intenses qui se renforcent et qui peuvent se produire lors de dépressions tropicales, cyclones qui affectent ces territoires, Fiona, il n'y a pas si longtemps en Guadeloupe. On a des totaux de précipitations qui, en l'espace de 24 ou 48 heures, peuvent égaler ou dépasser les totaux de précipitations annuelles. Donc les aléas ont une force inégalée. Ils ont une force inégalée aussi parce qu'on est dans des territoires qui sont de toute petite dimension. Ils ont une surface très réduite par rapport à celle d'un continent et ils se trouvent au milieu de l'océan. Ce qui a pour effet que quand un cyclone passe sur une île, il la dévaste sur toute sa superficie. On n'imagine pas aujourd'hui un événement climatique qui dévasterait intégralement la totalité de la surface de la France hexagonale. On est sur des territoires qui sont au milieu de l'océan et à partir de là, c'est quelque chose qu'on montre de plus en plus depuis 10 ans. Ils sont aussi ravagés par des événements azonaux, c'est-à-dire qui se produisent à grande distance, à des milliers de kilomètres. Et on sait que les dépressions des zones tempérées nord et sud génèrent des houles qui se propagent sur des milliers de kilomètres à travers l'océan et qui peuvent raser certaines îles. On en a eu plusieurs épisodes, 2008, par exemple dans le Pacifique, 100 000 déplacés. C'était à cause des houles générées au loin, très au loin, par une dépression tempérée. Donc, on a aussi cette question des risques transfrontaliers qui est importante. Et pour toutes ces raisons-là, dans ces territoires, on assiste tout autant qu'ailleurs, sinon plus, à des phénomènes d'aléas combinés. Je repense à Mayotte, formation d'un volcan sous-marin, subsidence de 20 cm. On a là un effet d'accélération tectonique de l'élévation du niveau de la mer lié au climat. Donc la tectonique est aussi un facteur qui tente à créer des crises combinées sur ces territoires. Donc, vous voyez, en termes d'aléas, on est dans des territoires de l'extrême. Deuxième point, c'est la question de l'exposition. Ces îles ont été peuplées principalement sur leur pourtour. La bande côtière concentre la majeure partie de la population, des infrastructures, tout ce qui concerne bien sûr les réserves d'énergie, infrastructures critiques, aéroports, ports, zones commerciales et industrielles. Pour donner un exemple concret, Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, présente un niveau d'exposition qui est extrêmement fort et on craint, les dernières études réalisées par le BRGM, mon collègue Gonéry Le Cosanet, cette dernière étude montre que Pointe-à-Pitre, à partir de 2060-2080, en fonction du scénario climatique qui se réalisera, pourrait connaître jusqu'à 150-180 jours par an d'état de submersion non pas en situation cyclonique, mais submersion chronique à marée haute. 50 hectares de remblais implantés sur de la forêt marécageuse et de la mangrove, des sols qui se compactent, bref, une situation de très forte exposition. Pareil sur les systèmes Gordon-Lagune de Saint-Martin. Vulnérabilité, c'est la troisième promesse que je vous avais faite. La vulnérabilité est forte. On a des territoires qui ont un passé colonial et, qu'on le veuille ou non, c'est une situation qui a généré une vulnérabilité structurelle qui est importante, qui est à la fois politico-institutionnelle avec des capacités humaines, des capacités de gestion qui sont bien inférieures à celles des autres territoires. Vulnérabilité, par exemple, qui est aussi le résultat de la manière dont le peuplement s'est construit. Pensez à Saint-Martin, adoption de la loi Pons 86, en l'espace de 8 ans, la population est multipliée quasiment par 4. 75% de la population à ce moment-là est clandestine sur le territoire. Comment on absorbe du jour au lendemain un tel flux ? On a en héritage de cette situation toujours des bidonvilles dans la bande côtière sur des terres très basses,
de fortes inégalités sociales qui sont justement quelque chose qui craint de nous faire basculer dans une situation pillage, violence, guerre civile. On est bien là dans des menaces pour la sécurité collective. Donc au total, ce sont bien ces causes profondes de l'exposition et de la vulnérabilité de ces territoires qui, couplées à des aléas très forts et à jusqu'à présent une insuffisance, un retard, un déficit d'adaptation extrêmement marqué. Les politiques publiques affichent un retard fort dans ces territoires. Il a fallu attendre ces cyclones de 2017 pour que Saint-Martin, par exemple, se dote d'un plan de prévention des risques naturels qui ait quelques chances éventuellement de réduire les constructions dans les zones à risque après 18 mois d'acceptation de reconstruction à l'identique pour faire face à l'état d'urgence. Bref, on est là dans des effets de cercle vicieux dont il va être difficile de se sortir. Du coup, dans un second temps, maintenant, je vais aborder donc la question de l'adaptation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces territoires pour sortir de ce cercle vicieux de la production de la catastrophe? On doit d'abord s'employer à traiter les causes profondes de l'exposition et de la vulnérabilité. On a des causes politico-institutionnelles, je les ai rapidement mentionnées, on a des causes sociales, on a des causes économiques. Toutes les activités économiques sont climato-sensibles, qu'il s'agisse du tourisme, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de la pêche, qu'il s'agisse de l'aquaculture. On sera en Polynésie, on pourrait aussi penser à la perliculture. Bref, activités toutes très sensibles aux changements qui s'opèrent en milieu océanique et sous l'effet du dérèglement du climat. Donc, on doit traiter les causes profondes de la vulnérabilité. Ça demande plusieurs choses. Ça demande du temps, ça demande de travailler entre les crises. On ne peut pas agir en situation de crise. Je participe en ce moment, c'est l'après-midi, donc c'est compatible avec notre petit événement de ce matin, au colloque Ouragan qui se tient à Champs-sur-Marne et qui vise à tirer le bilan des 4 projets de recherche nationaux qui ont porté justement sur les impacts des cyclones de septembre 2017 dans la Caraïbe et de comment reconstruire plus climato-résilient. Tous qui s'expriment lors de ce colloque, représentant des institutions, chercheurs, sont absolument unanimes. On n'est pas capable de créer du plus durable et du plus climato-résilient en situation post-crise. C'est impossible. On doit travailler entre les crises, entre les événements, pour pouvoir traiter ces causes profondes. Ça impose aussi qu'on stoppe un phénomène qui est à l'œuvre dans ces territoires et qui s'appelle la maladaptation. Il n'est pas à l'œuvre que dans ces territoires. Moi qui travaille par exemple sur les risques côtiers, je ne puis que constater dans ces territoires que pour faire face à l'érosion côtière et à la submersion marine, on construit toujours plus d'ouvrages de défense lourds le long des côtes. Dans les Antilles, je pense à la Martinique, à la Guadeloupe, ces ouvrages représentent 10 à 15% du linéaire côtier sableux, par exemple. À La Réunion, dans certaines communes, c'est plus de 50%. Et ces ouvrages lourds, on le sait, cette ingénierie technique qu'on utilise parce qu'on le fait depuis des décennies, voire des siècles. C'est aussi ancien que notre peuplement des littoraux de la planète. C'est une solution qu'on maîtrise bien. On a souvent des ingénieurs aux manettes des décisions qui sont à prendre sur la réduction des risques côtiers. On a tout un tas de procédures administratives et institutionnelles qui maîtrisent ce protocole de réponse, donc il ne cesse de se reproduire, alors qu'aujourd'hui c'est complètement maladaptatif. On sait que ça a renforcé l'exposition en encourageant la poursuite de l'urbanisation du peuplement. La construction d'infrastructures à l'arrière de ces ouvrages qui, on le sait aussi, ne sont pas calibrés pour faire face aux situations les plus extrêmes, puisqu'ils sont là pour répondre à un aléa de référence qui est l'aléa d'occurrence centennale, mais on va vivre de plus en plus d'événements qui dépassent la magnitude de l'aléa connu et enregistré à ce jour comme étant l'aléa centennal. Et on sait par ailleurs que cette réponse tente à réduire la vigilance des autorités publiques et de la population qui se croient protégées, qui par conséquent refusent d'évacuer,
redoutent dans ces territoires caribéens d'être pillés s'ils quittent leur domicile. Donc, on est là sur un cycle maladaptatif dont il va falloir sortir de la maladaptation et traiter les causes profondes de la vulnérabilité que je mentionnais précédemment. Impose de changer de paradigme, et c'est actuellement ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est le pas qu'on a beaucoup de mal à faire. Révolutionner les territoires, voilà l'enjeu, libérer la bande côtière sur une certaine largeur, des enjeux humains qui créent une situation de forte vulnérabilité, de forte exposition et donc d'insécurité chronique. Donc ça, c'est complexe, bien sûr. Saint-Martin, on reconstruit à l'identique sur ces cordons sableux. Le bâti empêche ces cordons de s'élever sous l'effet des apports sédimentaires apportés par les vagues cycloniques. On a pu mesurer, suite au cyclone, sur les cordons non bâtis, un gain d'altitude allant jusqu'à 2 mètres par endroit de ces cordons, sous l'effet des apports de sédiments opérés par les vagues cycloniques. Partout où on bâtit, c'est impossible. Partout où on bâtit, les infrastructures, les bâtiments, etc., sont ensablés, donc au plus vite. On essaie d'évacuer ces dépôts sédimentaires. Bref, l'adaptation naturelle n'est plus possible dans ces espaces. Et comme au devant du bâti, l'érosion s'accélère, la végétation côtière est détruite, on renforce les protections dures, on a l'annonce d'une insécurité croissante et des impacts qui seront probablement encore plus forts du prochain événement. Donc, on est véritablement enlisé dans ces effets de cercle vicieux. Et il va donc falloir changer de paradigme et passer d'objectifs de relèvement des territoires et de reconstruction à l'adaptation qui impose une approche anticipatrice, qui impose une approche prospective, dont on voit bien que face à l'urgence de sécuriser, on voit bien que pour l'instant, elle n'est pas prise en compte. Moi, ça me frappe beaucoup. J'ai participé donc hier à 7 heures de discussion et de présentation. Et il y a une telle pression de l'impératif de sécuriser face aux crises qui se déclenchent que finalement, dans ces phases de gestion de crise et post-crise, on continue à renforcer les mécanismes profonds qui génèrent la catastrophe. Parce qu'on n'arrive pas, dans ces moments-là, à introduire une bifurcation. Ce n'est pas le moment. Donc, il va falloir qu'on soit capable de travailler la sécurisation des territoires en dehors des événements catastrophiques et de profiter de ce temps intercrise pour réfléchir collectivement à comment sécuriser ces territoires. C'est complexe puisque ça remet en cause des décennies, parfois des siècles, de malaménagement des territoires. Mais le défi qui est face à nous, c'est bien celui-là. Comment gère-t-on le risque de perte d'habitabilité de certaines parties de ces territoires? Et là, on est dans des îles hautes, il y a des possibilités de repli vers l'intérieur des terres, en dehors bien sûr des zones protégées, et des zones de mouvement de terrain et des zones volcaniques, et il y a beaucoup de contraintes, mais il y a des possibilités. Si on se transposait 2 secondes dans le Pacifique, que fait-on pour les 16 000 habitants des atolls des Tuamotu qui vivent sur des îles dont la plupart culminent à 4 mètres? Bref, ce défi de comment sécurise-t-on des territoires qui vont connaître une perte d'habitabilité d'une partie de leur surface, notamment côtière. C'est bien là le défi. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Virginie. Et je crois effectivement que beaucoup des questions sur la sécurité insulaire vont nous ramener à cette question de l'habitabilité des territoires et à certains choix politiques parfois difficiles et délicats qui vont devoir être opérés. Avant d'ouvrir plus largement, je voudrais qu'on écoute maintenant Marine de Guglielmo-Weber, qui est chercheuse ici à l'IRIS au sein du programme Climat, Énergie et Sécurité, et qui est aussi, et peut-être surtout pour cette table ronde, l'autrice d'une note précisément sur la sécurité climatique dans la Caraïbe insulaire. Marine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, François. Je pense que mon exposé va tout naturellement s'insérer dans la continuité de cette table ronde, puisque en fait, la note que je vais vous présenter
opère en fait, met en évidence le lien entre cette vulnérabilité climatique que vient de nous exposer Virginie Duvat et les enjeux de défense et de sécurité qu'on pourra approfondir un peu plus avant avec la colonelle Lovici. Cette note, je tiens à préciser que je l'ai écrite avec la collaboration de 2 assistants de recherche à l'IRIS, Maxence Michelet et Mathilde Joly. Et donc, cette note analyse les grands enjeux géopolitiques et sécuritaires de cette vulnérabilité climatique qui vient d'être exposée dans la Caraïbe insulaire. Donc, on a divisé notre analyse en 3 grandes parties. Et on a commencé par une analyse des grands constats scientifiques qui ont pu être dressés sur cette vulnérabilité climatique, avec donc notamment une étude des évolutions actuelles et à venir du climat dans la zone, une étude des répercussions de ces évolutions sur les écosystèmes et plus globalement tout ce qui constitue les systèmes insulaires, et puis une étude des répercussions de cette évolution du climat sur les fragilités sociales, économiques, politiques et aussi géopolitiques de la zone, avec un dernier point de focus sur la manière dont ces fragilités et plus globalement l'ensemble de ce qui constitue la vulnérabilité climatique de la zone peut affecter la présence française dans la zone. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer peut-être par voir cette première partie de la note avant de voir un peu plus avant la seconde partie qui, elle, est consacrée à un travail de prospective et qui donc expose notamment trois scénarios qui mettent à l'épreuve les forces armées françaises face à cette vulnérabilité climatique. Je laisse de côté la troisième partie de la note qui, elle, prodigue spécifiquement à l'institution militaire un ensemble de recommandations par nature institutionnelle. Donc, ce n'est pas forcément la question aujourd'hui. Donc, par rapport à cette première partie, effectivement, cette première partie de la note reprend les grands enjeux qui ont été posés par Virginie Duvat et montre dans quelle mesure la Caraïbe est spécifiquement et plus qu'une autre zone vulnérable sur le plan climatique. Et c'est d'ailleurs ce qui poussait le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à dire en juillet dernier, lors du sommet de la CARICOM, les Caraïbes sont en première ligne de l'urgence climatique mondiale. Et je pense que Virginie Duvat a assez bien démontré dans quelle mesure le caractère insulaire, lorsqu'il s'ajoute à cette vulnérabilité proprement caribéenne, amplifie encore tous les enjeux de la vulnérabilité climatique. Et donc, nous, notre analyse, qui donc vise à mettre en évidence les enjeux sécuritaires et de défense de la vulnérabilité climatique, elle s'est en fait divisée en 2 grands ensembles qui reprennent les 2 grands types de manifestations des changements climatiques dans la région, avec d'une part la hausse de la température de l'air et d'autre part la hausse de la température de l'eau. Et donc, en ce qui concerne la hausse de la température de l'air, dont on voit que les effets sont amplifiés par des conditions climatiques locales telles que l'alternance des saisons humides et des saisons sèches, cette hausse de la température de l'air, elle entraîne donc une nette diminution des précipitations et une augmentation ainsi qu'une intensification des périodes de sécheresse. Et tout ça, ça contribue à ce que Virginie Duvat l'a bien précisé, à un stress hydrique, c'est-à-dire à des situations où la demande en eau excède les ressources en eau disponibles. Et ça peut produire 3 grandes situations propices à l'insécurité. D'une part, ça dégrade fortement la biodiversité terrestre caribéenne, qui pourtant joue un rôle essentiel dans la stabilité des systèmes insulaires, mais aussi pour les moyens de subsistance des populations. C'est également ce stress hydrique, il apparaît également comme un facteur limitant
des activités économiques qui sont essentielles à la stabilité de la région, et donc notamment l'agriculture et le tourisme, qui sont fondamentales. Donc, d'une part, l'agriculture, on peut difficilement cultiver des ressources agricoles lorsqu'on manque d'eau, mais le tourisme aussi, qui est très consommateur en eau et qui d'ailleurs peut produire des situations de tension, voire de conflits locaux liés à la concurrence pour l'usage de l'eau. Puisque quand on a des populations locales qui manquent déjà d'eau et qui ont du mal à accéder à ces ressources hydriques, eh bien, l'arrivée de touristes qui accaparent ces ressources et qui en consomment 2, 3, 4, 5 fois plus parfois, peut mener à des contextes de tension. Et donc, bien sûr, peut-être l'élément le plus important, c'est que ce stress hydrique, qui découle directement des changements climatiques, il est fortement producteur d'insécurité alimentaire, donc par les impacts sur l'agriculture, par les impacts sur l'accès à l'eau, qui est une ressource vitale pour les êtres humains. Et tout ça, ça vient directement compromettre la santé humaine. Donc ça, c'était pour la première manifestation des changements climatiques. La deuxième manifestation, c'est-à-dire la hausse de la température des eaux, elle favorise ces aléas météoclimatiques, que sont les tempêtes tropicales et les ouragans. Et ces aléas, ils viennent fragiliser tous les maillons de la stabilité économique des territoires concernés. Et donc, qui dit instabilité économique dit foncièrement prédisposition à la conflictualité, et ça va également venir causer d'importants déplacements de population qui sont un enjeu majeur et un amplificateur de tensions dans la région. Et donc, on va penser notamment aux tensions entre Haïti et la République dominicaine, qui sont très fortes. Donc, cette hausse de la température de l'eau, par également l'élévation du niveau de la mer qu'elle provoque, elle va engendrer également des tensions sur les territoires, sur tout simplement le fait de pouvoir disposer de territoires, puisque selon les évolutions climatiques à venir, cette élévation du niveau de la mer pourrait mener à la submersion de 9 à 50% des îles présentes dans la zone. Donc, on peut envisager que ce facteur territorial et cette perte de territoire couplée à ce problème migratoire ne peuvent que créer un environnement chrysogène, propice aux tensions et propice aux conflits. Donc, il faut également ajouter la nécessité de relocaliser les habitations, les infrastructures et les activités qui sont actuellement sur les littoraux, alors même que si ces littoraux concentrent une large partie de la population, qu'ils concentrent les infrastructures vitales pour ces économies insulaires, notamment les infrastructures touristiques, mais également les infrastructures de transport, les aéroports, les ports maritimes, donc autant d'infrastructures qui sont vitales pour approvisionner ces économies insulaires et ces îles qui, par définition, sont isolées et qui nécessitent des axes de liaison très forts et solides avec les continents. Et il faut rajouter également qu'il y a un certain nombre d'infrastructures énergétiques qui sont présentes sur les littoraux, donc des raffineries, des centrales nucléaires, qui sont autant de risques infrastructurels à prendre en compte dans le cadre de cette élévation du niveau de la mer. Et un troisième point qui vient encore amplifier ces risques côtiers, c'est la forte pression qui est exercée sur les écosystèmes marins, notamment tels que les coraux, et donc une forte pression qui est encore exacerbée par l'acidification des océans, qui est sensiblement plus élevée dans la Caraïbe que dans d'autres régions du monde. Et ces coraux, et plus globalement un certain nombre d'écosystèmes marins dans la zone, sont essentiels à la préservation des littoraux et à la préservation de la stabilité globale des systèmes insulaires. Sans parler également des communautés qui vivent des ressources halieutiques et qui voient la biodiversité marine s'appauvrir petit à petit. Donc,
Jusque-là, notre analyse, en tout cas dans le cadre de la note, elle s'est contentée de tirer le fil de l'exposition climatique. Mais le problème, et Virginie Duval a souligné, c'est que les îles de la Caraïbe ne sont pas seulement exposées à ces phénomènes, mais elles accumulent un certain nombre de facteurs qui les rendent extrêmement vulnérables sur le plan climatique, au sens où elles sont considérablement affectées et fragilisées par les changements climatiques. Et donc, ce qu'on a pu voir dans le cadre de notre analyse, c'est que cette vulnérabilité, elle est directement liée à une prise en charge politique extrêmement partielle et insuffisante des changements climatiques, avec notamment un manque de ressources financières assez paralysant et une efficacité politique très limitée, donc qui va venir elle-même se répercuter sur les initiatives d'atténuation et d'adaptation. Le point crucial et le facteur originel de cette faible efficacité et de ces faibles moyens financiers, on peut le voir dans la vulnérabilité naturelle de base des États insulaires ou des juridictions infranationales qui composent la zone. Donc, une très forte exposition à la base à des phénomènes notamment sismiques qui, en fait, ont pour effet de détourner les fonds initialement dédiés au développement économique, puisqu'on est constamment dans une économie de l'urgence, de la reconstruction, du rétablissement d'un État stable après des catastrophes cycloniques, sismiques qui s'enchaînent. Eh bien, on n'a plus rien pour le développement économique et on a encore davantage, ou plutôt encore moins de ressources à allouer aux initiatives d'atténuation et d'adaptation. Et donc, en tout cas, le constat qu'on peut dresser, c'est que la grande majorité des îles de la Caraïbe insulaire n'a pas les moyens politiques et financiers de relever à la fois les défis du développement et les défis de l'atténuation et de l'adaptation. Et ça a été vraiment un point crucial de notre analyse, puisque on voit finalement, ce qu'on constate, c'est que les politiques locales se détournent des problèmes climatiques pour prendre en charge dans l'urgence des questions de dysfonctionnement du système de santé, du dysfonctionnement du système d'éducation, les taux de chômage, les déficits commerciaux, etc. Donc en fait, localement, les ressources ne sont pas disponibles pour l'atténuation, pour l'adaptation, pour la prise en charge de cette vulnérabilité climatique. Et donc, un phénomène qui en découle directement et qu'on a pu observer, c'est que pour cette recherche de financement et pour cette recherche d'efficacité politique, les îles de la zone se tournent vers des financements internationaux. Ils vont se tourner, regarder vers l'extérieur et attendre une aide et une aide qui n'arrive pas ou qui n'arrive pas dans l'ampleur qu'elle devrait avoir. Et pourtant, ce mouvement, ce mouvement du regard des États de la zone et des îles de la zone, il est légitimé théoriquement par le concept de responsabilité historique des États développés. Donc, le discours local, c'est vraiment il faut nous aider parce que nous, on n'a pas les moyens et de toute évidence, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas les responsables historiques des changements climatiques et pourtant, nous les subissons de plein fouet et avant vous. Donc, aidez-nous. Et ça a plusieurs répercussions et notamment, ça va avoir comme effet de saper la coopération régionale, puisque à plusieurs niveaux en fait. Puisque si on se tourne vers l'extérieur, déjà, on affaiblit les organismes de coopération régionale en les ouvrant, je vais le dire peut-être grossièrement, mais à l'ingérence de l'extérieur. On affaiblit leur efficacité puisqu'on ne leur fait pas confiance. On préfère se reposer sur l'aide internationale, mais également on se met dans une situation de concurrence par rapport aux autres États de la zone, puisque ce financement extérieur, il se fait surtout sous la forme de fonds qui vont être alloués à tel ou tel type de projet et pour lesquels il faut se battre, puisqu'il faut obtenir ce fonds. Donc, on va se battre avec d'autres îles de la région pour obtenir ce fonds, ce qui est complètement contre-productif, puisque l'adaptation au changement climatique ne peut se faire que par la coopération à l'échelle régionale, mais aussi parce que ces fonds qui sont alloués de l'extérieur, le plus souvent, ils ne correspondent pas
à la réalité locale et aux nécessités qui se dessinent localement, puisqu'ils sont déterminés par des acteurs qui ne sont pas là. Ils ne voient pas ce dont ces îles ont besoin. Donc, au final, on a des îles qui postulent à des financements extérieurs pour des choses dont elles n'ont pas réellement besoin. Et au cours de ce processus-là, il y a une sorte d'affaiblissement de la coopération régionale. Et ça, c'est un phénomène très important à noter et c'est un facteur d'insécurité puisque cette ouverture à l'étranger, donc ça produit de la un affaiblissement de la coopération, ça produit de la concurrence, de la rivalité sur le plan régional, donc une probabilité plus forte de conflit, mais également ça va ouvrir la zone à des facteurs déstabilisants qui pourraient venir de l'extérieur. Et donc là, on va penser notamment à la très forte ouverture de la zone aux investissements venant de Chine, puisque la Chine va notamment aller investir très massivement dans l'aéroportuaire. Cette présence chinoise qui petit à petit se renforce dans la zone et qui vient dessiner une sorte de concurrence entre la Chine et les États-Unis, qui sont l'acteur historique, qui sont la puissance historique dominante dans la zone, eh bien ça aussi, ça crée des tensions, des conflits, une dégradation encore de cette coopération régionale qui pourtant est essentielle pour traiter pour en tout cas traiter cette vulnérabilité climatique. Et donc, les États, petit à petit, choisissent leur camp. On observe une bipolarisation de la zone. Et ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte dans ces conséquences sécuritaires et de défense des changements climatiques dans la zone. Donc maintenant, par rapport aux armées plus précisément, puisque ça, c'est vraiment le dernier point de la première partie de la note, ces enjeux climatiques, ils vont se traduire par des répercussions dans 3 domaines différents, ou de 3 grands types. D'une part, des répercussions sur les capacités opérationnelles des armées, d'autre part, des répercussions sur les missions qui sont menées par les armées dans la zone, et enfin, des répercussions sur l'environnement dans lequel les forces évoluent. En ce qui concerne tout d'abord les répercussions sur les capacités opérationnelles, les armées, les forces armées dans la zone, donc les forces armées aux Antilles, voient leurs emprises de plus en plus vulnérables face aux aléas climatiques qui peuvent être donc lents comme des phénomènes de sécheresse ou l'élévation du niveau de la mer. Et ça, c'est vraiment un sujet crucial. La vulnérabilité des emprises militaires qui sont situées sur les littoraux et donc leur vulnérabilité face à l'élévation du niveau de la mer et plus globalement face à l'ensemble des risques côtiers de la zone. Mais ça peut être également des événements plus ponctuels comme des ouragans, comme des tempêtes tropicales. Et donc, il y a un sujet dans la résilience de ces infrastructures face à ces aléas. Et face également aux aléas qui peuvent venir dégrader les routes d'approvisionnement, les routes, les ports, les aéroports qui viennent assurer l'approvisionnement et le transport en fait, de l'intégralité du matériel qui est essentiel au dispositif militaire dans la zone. Ensuite, on observe une vulnérabilité climatique des équipements, puisque le matériel militaire doit de plus en plus résister à des températures extrêmes. On va avoir également des conditions de vol pour les appareils aériens qui changent, qui notamment sont de plus en plus humides. Donc, ça doit être pris en compte dans le cadre de la vulnérabilité des équipements et aussi des navires qui, par exemple, doivent naviguer dans des eaux de plus en plus chaudes et de plus en plus acides. Et enfin, donc, troisième pilier de cette vulnérabilité opérationnelle, ce serait la vulnérabilité du soldat, qu'on oublie parfois, mais qui est primordiale, puisque le soldat doit être en bonne santé, il doit être bien alimenté, il doit avoir tous les soins nécessaires pour rester en bonne santé et assurer ses fonctions.
Or, il doit faire face à des risques sanitaires de plus en plus importants, notamment à des épidémies qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes, mais aussi des températures de plus en plus élevées qui l'exposent notamment à des coups de chaleur. Et donc, ça, c'est également un élément qui peut venir affecter les capacités opérationnelles des armées dans tout simplement la bonne santé physique des soldats, mais aussi leur bonne santé mentale face à cet environnement qui est en train de muter. Ensuite, la deuxième grande sorte d'impact de cette vulnérabilité climatique sur les armées, donc on l'a dit, ce sera l'impact sur les missions qui changent, qui se diversifient, qui se complexifient, qui s'intensifient. Donc tout d'abord, les missions historiques dans la zone, et la colonelle Lovici en parlera beaucoup mieux que moi, mais donc des missions qui sont notamment de l'ordre de la prévention et la lutte contre les trafics, mais aussi de l'intervention post-cyclonique. Ces deux types de missions historiques dans la zone vont s'intensifier, puisque les ouragans sont amenés à se multiplier, mais également les conditions qui favorisent les trafics, notamment le narcotrafic, vont également s'intensifier. À côté de cela, on peut prévoir des sollicitations croissantes sur le plan sanitaire, et on observe déjà depuis les années 2000 que les armées font régulièrement des opérations de lutte contre les épidémies locales, notamment la dengue, et on a pu également observer la très forte implication des forces armées dans la zone lors de l'épidémie de coronavirus. Donc, plus globalement, en fait, ce qu'on peut prévoir, c'est une montée en puissance de l'assistance aux populations. Et dans ce cadre-là, peut-être qu'on pourrait identifier un facteur de diversification et peut-être de nouveauté dans la zone, ce serait la prise en compte peut-être croissante des risques qui pèsent sur les infrastructures industrielles et sur toutes les pollutions qui peuvent être associées à la vulnérabilité climatique de ces infrastructures. Et donc tout ça, ça va entrer dans le contexte plus global de l'insécurité croissante qui est malheureusement poussée par la vulnérabilité climatique, donc des risques de tension, des risques de conflit, comme on l'évoquait plus tôt avec ce facteur migratoire, cette bipolarisation de la zone avec d'une part la puissance états-unienne et de l'autre la puissance chinoise, et donc des tensions qui peuvent à la fois être interétatiques, mais aussi intra-étatiques, puisqu'on observe également une hausse de la criminalité, une hausse des violences sur les forces de l'ordre en présence, une montée en puissance des violences politiques, des phénomènes de corruption, de la contestation populaire également. Et donc, tout cela, ça participe d'une insécurité à la fois à l'intérieur des États, mais également plus globalement dans la région, du fait de rapports régionaux qui sont déstabilisés et qui sont fragilisés, même si pour l'instant, et j'espère que ça va durer, on n'observe aucun conflit majeur dans la zone. Dans ce contexte-là, pour dire le mot de la fin sur cette histoire, les forces armées aux Antilles vont donc devoir évoluer dans un environnement chrysogène et de plus en plus précarisé par le changement climatique. Et donc maintenant, pour faire un petit point sur la deuxième partie de la note, sur la base de ces constats qu'on a pu dresser donc sur les évolutions climatiques de la zone, leurs conséquences sur les écosystèmes, leurs conséquences sur les sociétés et la fragilité des États et les conséquences que tout cela peut avoir sur les forces armées en présence dans la zone. Sur la base de cette analyse, on a pu construire une réflexion prospective avec 3 scénarios qui vont mettre en évidence ces différents enjeux géopolitiques et sécuritaires dans le cadre d'une confrontation accrue des sociétés de la Caraïbe insulaire au changement climatique.
Et donc, ces 3 scénarios, ils prennent pour horizon la décennie 2040-2050. Donc, ils sont restreints à la zone de l'arc caribéen et ils ont tendance à se concentrer notamment sur les petites Antilles. Et ils prennent pour cadre un accroissement des rivalités régionales et un repli sur les priorités nationales. Je me dépêche. Donc, dans ce cadre-là, on observe une détérioration de la coopération internationale, donc ce qui induit un retard à la fois dans l'atténuation et dans l'adaptation, donc à la fois en raison d'une dépendance aux énergies fossiles et d'un développement humain limité. Donc, dans ce cadre-là, 3 scénarios. D'abord, un scénario tendanciel qui met en scène la montée en puissance des contestations populaires dans le cadre d'une dégradation des conditions climatiques dans la Caraïbe insulaire, une crise économique, une crise sécuritaire et un amoindrissement des moyens de subsistance des populations qui vont donc, dans ce contexte-là, remettre en question la légitimité politique des dirigeants. Et donc ça va avoir également un impact sur les territoires français qui remettent en question la légitimité du pouvoir central. Et donc, dans ce cadre-là, les tensions entre les États s'intensifient sous l'effet des mouvements migratoires et les forces armées françaises, quant à elles, vont être à la fois sollicitées pour appuyer les forces de l'ordre dans le cadre des contestations populaires, pour appuyer les forces de la sécurité civile dans le cadre d'une situation épidémique et vont devoir en plus faire face à un accroissement des activités illégales, notamment de narcotrafic. Donc, ce scénario a voulu mettre en évidence, le but c'était vraiment de mettre en évidence une sursollicitation des armées. Le deuxième scénario, c'est un scénario disruptif qui met en scène le retour d'une forme de guerre froide dans la zone, avec la Chine qui tire parti de ce phénomène de paupérisation régionale et qui va investir dans des secteurs stratégiques. Et donc, son influence croissante va venir véritablement bipolariser la zone et produire des tensions locales assez fortes. Dans ce contexte-là, des températures extrêmes vont entraîner une paralysie des infrastructures énergétiques de plusieurs îles, notamment la Martinique et Cuba, ce qui va en fait entraîner progressivement une escalade des tensions sino-américaines, puisque le gouvernement cubain va en appeler à l'intervention chinoise pour résoudre un problème de contestation populaire, puisque la population se révolte face à l'absence d'électricité, face à des coupures d'électricité et une absence de ressources énergétiques. Et donc, ce scénario-là met en scène la paralysie des acteurs français qui, par ce manque de ressources énergétiques et par la mobilisation d'une partie de ses forces armées dans la lutte contre la dengue, ne peut pas, en fait, se positionner dans cet échiquier régional qui est structuré par une escalade de tensions sino-américaines. Et donc, le dernier scénario, c'est un scénario disruptif encore plus disruptif que le second, donc qui met en scène un accident nucléaire en Floride, par la suite du passage d'un ouragan de catégorie 5 sur la centrale de Turkey Point en Floride. Donc ça entraîne des mouvements de panique assez importants au sein de la population, au sein des populations de toutes les îles de la région. Et les États-Unis vont pourtant adopter une posture de retrait en niant toute possibilité de contamination étendue à la zone, en tout cas aux autres États de la Caraïbe. Donc encore une fois, la Chine se positionne dans ce contexte en dénonçant l'irresponsabilité états-unienne et va proposer son aide face à la contamination qui va s'avérer réelle. Et dans ce cadre-là, la France est à nouveau fragilisée donc financièrement par le passage d'un cyclone et la tension et à la fois par la tension sur ses capacités militaires qui sont mobilisées pour l'évacuation des populations, notamment des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui sont devenues inhabitables. Et elle va donc accepter l'aide de la Chine, ce qui va induire un rapport de dépendance stratégique et militaire vis-à-vis de ce pays. Et cette situation va remettre en cause l'avantage stratégique que la France tire de son industrie nucléaire. Donc, avec un
un moratoire direct sur l'utilisation d'armes nucléaires par les militaires. Donc, c'est par le biais en tout cas, comme l'effet d'une défiance nationale et internationale vis-à-vis de cette technologie. Je m'arrête là pour les scénarios. Merci beaucoup, Marine. Et donc, effectivement, on a directement évoqué le rôle potentiel que les armées devraient et pourraient jouer, ainsi que les vulnérabilités et les risques que ça pose pour les opérations militaires. Et donc, c'est le moment d'entendre votre point de vue, colonel Lovici. Vous êtes donc chef d'état-major interarmées dans les Antilles. Quelle est votre perspective? Comment est-ce que ces risques, ces vulnérabilités sont abordés du point de vue militaire? Alors d'abord, je vous remercie. Donc, dans un premier temps, pour répondre à cette question, je vais vous présenter un petit peu comment sont organisées les forces armées aux Antilles. Et après, dans un deuxième temps, je reviendrai sur justement comment on se prépare et comment on s'adapte en permanence à l'évolution de la situation. Donc d'abord, je reviendrai sur la description de la zone rapidement d'un point de vue, sous un angle militaire. Donc, la zone des Caraïbes est une zone qui est plus grande que celle de la Méditerranée. Sous l'angle militaire, c'est toujours important de prendre en compte les élongations et la permissivité de la zone, puisque c'est elle qui facilite ou non nos opérations. C'est une zone dont l'importance économique n'est pas niée, puisqu'il y a 20% des réserves hydrocarbures mondiales. Il y a le canal de Panama, qui permet un trafic maritime important entre la branche atlantique et le Pacifique. Et c'est une zone de croisière majeure, puisqu'il y a 35% du flux des croisiéristes qui passent sur cette zone. Donc, ce sont des éléments importants en termes de risque. Il y a effectivement, et ça a été souligné dans les précédentes interventions, une influence croissante de certains compétiteurs, dont majoritairement la Chine, qui effectivement est de plus en plus présent dans la zone, ce qui pourrait tendre les relations avec les États-Unis, qui sont effectivement un acteur historique de la zone. Les fragilités structurelles de cette zone, d'abord, elle est constituée de micro-États. La difficulté pour nous, c'est que ça multiplie les interlocuteurs. Donc, ça rend plus difficile les… Oui? Oh oui, bien sûr. C'est mieux comme ça? Très bien. OK. Donc, les fragilités structurelles, ce sont les micro-États, donc, comme je disais, qui multiplient l'ensemble des interlocuteurs qu'on peut avoir. Donc, ça, plus un turnover important, ça rend plus difficile les échanges qu'on peut avoir au niveau de la zone. Les modèles économiques sont fragiles, puisqu'ils sont basés majoritairement sur le tourisme, et on voit comment il a été mis à mal dernièrement avec la crise du Covid, et puis également sur le pétrole. Donc, c'est surtout une zone qui est vraiment donc concernée par l'ensemble des catastrophes naturelles, et vraiment l'ensemble des catastrophes naturelles qui peuvent arriver sur cette terre. Et on a coutume de dire aux nouveaux qui arrivent quand on les briefe qu'effectivement, il faut qu'ils se tiennent prêts à faire face à toutes les catastrophes naturelles, donc ouragans, séismes, volcanisme, tsunami. La zone concentre tous ces risques. Le seul risque qu'on ne rencontrera pas dans les Caraïbes, c'est les avalanches, mais voilà, donc tout le reste. Ces fragilités sont donc renforcées par l'insécurité, que ce soit les trafics d'êtres humains, d'armes, mais surtout le narcotrafic, pour lequel les forces sont intégrées sous couvert du préfet. En fait, on s'intègre dans une action interministérielle pour lutter contre ce trafic de drogue. Et ensuite, les fragilités de cette zone sont renforcées par les crises récurrentes, que ce soit Haïti, le Venezuela, le Nicaragua. Et tout ça, ça compte quand on parle de coopérer au sein de la zone pour partager les efforts, travailler ensemble. À partir du moment où on a des acteurs qui sont ceux-là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc concrètement, les Antilles, c'est 7 îles, donc avec la Martinique, l'archipel de la Guadeloupe avec la Guadeloupe, les Saintes et la Désirade, et ensuite les îles du Nord avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc, les forces armées aux Antilles sont réparties sur 2 zones, la Martinique et la Guadeloupe. Donc, majoritairement,
sur la Martinique. On a quelques forces au niveau de la Guadeloupe et des missions qui sont faites de façon récurrente sur l'ensemble de ces îles afin vraiment de maîtriser l'environnement et d'avoir l'habitude de s'entraîner sur ces différents sites. On fait des reconnaissances régulières, donc on envoie des troupes. Et au niveau de l'état-major, on entretient des liens très forts avec les préfectures. Donc, ma première mission en arrivant là-bas, ça a été de faire un tour sur les différentes îles pour prendre contact avec les différents interlocuteurs en cas de crise, pour justement nouer ces liens qui sont indispensables pour que la gestion de la crise se passe bien. On n'a pas d'infrastructure spécifique sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'en fait, en fonction des îles, l'infrastructure est plus ou moins solide. Et entre autres, par exemple, à Saint-Barthélemy, l'infrastructure est particulièrement solide, ce qui fait que le passage de ces catastrophes naturelles peut être un peu moins problématique sur certaines îles que sur d'autres. Et nous, cette connaissance en fait particulière des différentes îles, c'est utile pour nous pour pouvoir doser et organiser notre action. Voilà, donc on est répartis sur une quinzaine de sites au niveau de la Martinique, entre les communes de Fort-de-France et du Lamentin. Le fort de Zay, qui est le quartier général des forces armées aux Antilles, se trouve en haut d'un morne. En revanche, de nombreux sites, effectivement, et ça a été souligné lors des précédentes interventions, se trouvent au niveau de la mer, que ce soit le port ou que ce soit l'aéroport, et ce qui est normal. Mais effectivement, ces points sont stratégiques pour pouvoir amener le flux logistique en cas de besoin. On a également donc d'autres sites, des sites de transmission, des sites d'entraînement avec des centres de tir. Voilà, donc on a un dispositif qui, tout en étant léger en termes de personnel, nous permet d'intervenir et de nous entraîner sur le site. L'intérêt de disposer de tous ces environnements, c'est de pouvoir mettre nos soldats justement dans les conditions concrètes du climat de ces zones. Voilà. En Guadeloupe, on a juste un camp, le camp du Gommier, avec un représentant du commandant supérieur des forces. Et on a également là-bas une structure spécifique qui est parfois mal connue, qui ne dépend pas directement du ministère de la Défense, c'est le régiment du service militaire adapté, qui est un centre en fait, qui permet la formation des jeunes et qui les forme à une trentaine de métiers. Et si je vous parle de ce régiment, c'est que la formation se fait un peu sous un angle un peu militaire, mais pas trop, puisque en fait, ces jeunes repartent dans le civil. En revanche, en cas de catastrophe naturelle, ce sont des bras qui, après accord du CPCO et du ministère de l'Outre-mer, peuvent être engagés et sont engagés régulièrement. On les a engagés là, lors de la crise, lors du passage de Fiona, par exemple. Ils ont été engagés en Guadeloupe. Mais ce sont des moyens sur lesquels nous n'avons pas la main directement, mais qui peuvent être sollicités assez facilement quand le besoin se fait sentir. Voilà, donc nos missions, elles ont été rapidement exposées, mais je reviens dessus quand même, c'est être capable de conduire, participer ou soutenir une opération de secours et d'urgence sur le théâtre national. Également conduire, participer et soutenir à une opération militaire limitée. Alors, ces opérations militaires limitées, c'est être capable d'apporter du secours à la population ou de faire ce qu'on appelle les missions RESEVAC, c'est-à-dire les missions d'évacuation des ressortissants. Donc, on parlait de la situation un petit peu qui se dégrade à Haïti et qui n'en finit pas de se dégrader, hein, mais pour autant, on n'en est pas encore à faire ce type de mission, mais on se prépare. Et ce type de mission nécessite quand même de connaître l'environnement. Ça veut dire d'avoir repéré les endroits où on peut regrouper les personnels pour pouvoir ensuite les évacuer. Et dans un état failli, sur lequel il n'y a plus de carburant, les infrastructures routières sont dégradées, voire détruites, c'est un petit peu compliqué. Donc tout ça, ça nécessite de mettre à jour les plans de site. Donc ça nécessite des fois des missions ponctuelles, des contacts avec l'ambassade là-bas. Et c'est ce qui rend notre métier intéressant, mais qui montre quand même que la situation n'est pas facile à gérer.
Pour les moyens dont on dispose, donc je vous ai parlé rapidement du RSMA qui n'est pas à nous, mais en revanche, je vais vous parler de nos moyens. Donc, on a un centre d'opération, qui est un centre d'opération qui est assez limité, qui est avec un effectif qui permet en fait de gérer les opérations au quotidien. Et ces opérations au quotidien, elles tournent beaucoup autour des actions interministérielles qui sont menées contre le trafic, le narcotrafic. Donc, ce centre d'opération, en revanche, bon, il a aussi l'intérêt de maintenir les liens avec l'ensemble des acteurs de la zone pour gérer des catastrophes naturelles. Et c'est pour ça qu'il peut être amené à grossir. C'est une espèce de noyau clé sur lequel on va greffer des renforts conséquents en cas de crise. Et j'y reviendrai après. C'est par exemple ce qui s'est passé dans le cas d'Irma et ce qui se passerait si jamais on faisait face à une catastrophe naturelle. Donc, concernant les moyens, on dispose de différents moyens nautiques, comme des frégates de surveillance qui sont utilisées dans le cadre du narcotrafic avec leurs hélicoptères de surveillance, un bâtiment de soutien et alors attendez, parce que un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer. Je suis armée de l'air. C'est la marine, je ne connais pas encore tout par cœur, mais si. Bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, donc qui nous permet de mener des opérations logistiques quand cela est nécessaire et qui peut patrouiller dans la zone et qui participe aussi à nos actions de relations internationales et d'autres patrouilleurs. Donc, à savoir qu'en fait, les forces armées aux Antilles ont une connotation très maritime. Et les forces armées en Guyane, elles ont une composante aéroportée plus importante. Et il y a une forte collaboration entre les FAG et l'AEFA, donc les forces armées aux Antilles et les forces armées en Guyane, pour justement pouvoir partager ces moyens. Partage des moyens qui permet en fait de disposer aux besoins de transport aérien. Donc on émet un besoin et un effet à obtenir. Et en fait, les forces armées en Guyane font le nécessaire pour pouvoir transporter nos troupes, leur permettre de s'entraîner, de se déplacer sur les différentes îles, de faire leurs différentes missions. Et de la même manière, on peut être amené à les renforcer avec nos moyens maritimes. On dispose également de moyens terrestres avec le 33e RIMA, le 33e régiment d'infanterie de marine. Donc, ce régiment est composé de compagnies tournantes, et donc, c'est-à-dire de personnel qui viennent ici en mission courte durée. L'intérêt, c'est de pouvoir entretenir les compétences de nos troupes à intervenir dans les conditions de climat des Caraïbes. Et il y a également 2 compagnies de réserve. Donc, c'est important de voir qu'en fait, on s'appuie sur les ressources de l'île, puisque ces compagnies de réserve sont armées par des réservistes. Voilà. Concernant maintenant les enjeux de notre force et comment on fait face à la situation. Alors d'abord, comment on est un acteur qui essaye de participer à la gestion de crise au quotidien. D'abord, nos moyens, ils sont engagés par le CPCO, donc le Centre de planification et de conduite des opérations à Paris, si jamais on doit intervenir au-delà du théâtre national et dans un cadre qui ne serait pas celui de la préfecture. Mais dès à présent, on entretient des liens, par exemple, avec la Croix-Rouge locale. Et dans le cadre de nos missions, on est amené à se déplacer et à intervenir sur certaines îles. On a des escales qui sont prévues, que ce soit à Trinidad et Tobago ou à Sainte-Lucie d'ailleurs dernièrement. Et donc, la connaissance de ce réseau de personnes qui travaillent dans ces ONG nous permet en fait de mettre à disposition nos vecteurs pour transporter des stocks de matériel. Et là, dernièrement, par exemple, à Sainte-Lucie, il y a eu des inondations. Sans modifier nos missions, une escale était prévue là-bas, parce qu'on connaît nos interlocuteurs au niveau de la Croix-Rouge. On leur indique qu'on avait un vecteur à mettre à leur disposition pour pouvoir transporter ce matériel. Et on a transporté ces mètres cubes d'approvisionnement. C'est intéressant parce que c'est ce que j'évoquais dans la
première partie de ma présentation, la difficulté sur cette zone, en fait, ce sont les acheminements. Donc, plus on met en commun nos vecteurs et plus on est à même, en fait, d'être au bon moment, au bon endroit et d'amener ce qu'il faut sans que ça génère des mouvements logistiques supplémentaires. Donc, pour partager nos moyens, on développe des liens avec l'ensemble des acteurs de la zone Caraïbe. Et en termes d'aide à la population, donc voilà, l'exemple de Sainte-Lucie est un exemple marquant. Après, on a des communautés sur la zone qui ont vraiment pris conscience de leur rôle fondamental dans le cadre de la gestion de crise, et ça a été évoqué au niveau de Saint-Martin, puisqu'il y a une prise de conscience au niveau du plan d'urbanisme, si j'ai bien compris. Il y a également une vraie prise de conscience dans le cadre du maintien des infrastructures qui permettraient de gérer une crise. Là-bas, il y a un aéroport sur lequel donc, on s'est rendu, où vraiment la prise en compte de la gestion de crise est réalisée dès le temps où il n'y a pas de crise, puisque le directeur nous a fait visiter l'aéroport et a déjà identifié une zone qui pourrait être le centre d'opération, une zone pour pouvoir héberger notre régiment qui pourrait arriver pour donner du renfort. Et voir plus loin, la communauté, en fait, a passé un accord qui lui a permis d'acheter pour 10 000 € de matériel qui est stocké dans un KC-20 et qui peut, dans un container au niveau de l'aéroport, et qui permettrait en fait à nos hommes d'intervenir directement. La difficulté quand on a une crise à gérer, c'est d'amener le personnel et le matériel suffisamment vite. Eh bien, quand il y a déjà du matériel qui est prépositionné, ça peut permettre d'être efficace. Et ce matériel, ce n'est pas du matériel toujours très coûteux. C'est des brouettes, des tronçonneuses, des pelles pour pouvoir dégager les axes routiers et en fait permettre le fonctionnement normal de reprendre. Voilà. Concernant, donc, ensuite, il est important de capitaliser sur notre expérience. Donc, c'est pour ça qu'en permanence, à chaque relève, des exercices sont faits, des exercices de simulation de catastrophes naturelles. Cette année, on s'est basé sur le scénario d'Irma. Donc, l'ensemble des nouveaux affectés ont pu dérouler les différentes procédures dans un cas concret, voir un petit peu les problématiques, chacun à leur niveau, puisqu'en fait, chaque acteur a un rôle différent. Et donc, toute cette expérience des catastrophes naturelles, on la capitalise, on l'entretient et on essaye d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on joue des options auxquelles on n'a pas été confronté pour voir un peu les difficultés qui n'auraient pas été identifiées. Et je vous donne un cas concret. Par exemple, on a des procédures qui permettent de passer sur secours quand il y a des coupures électriques et les groupes électrogènes doivent prendre le relais. Donc ça avait été régulièrement joué. En revanche, ce qui n'avait pas été joué, c'était de les faire tourner pendant plus de 24 heures. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des défaillances et pas juste en termes de carburant. Donc, ce sont des défaillances qu'on a corrigées. Et ce genre de choses, on le joue régulièrement pour essayer d'anticiper les difficultés qu'on pourrait rencontrer. Ensuite, pour finir, je voulais revenir sur notre dispositif. Il est vraiment restreint et pour faire face à la variété des missions, c'est difficile de détenir l'ensemble des compétences toujours up-to-date, ne serait-ce que parler les langues. L'anglais, ok, on maîtrise, mais l'espagnol, c'est pas toujours simple. Or, dans cette zone, c'est indispensable. On a besoin d'avoir donc des compétences particulières et on s'appuie très fortement donc sur des réservistes. Et les effectifs des forces sont renforcés par des réservistes locaux qui sont très investis et qui permettent en fait à la force d'être optimisée. Ça permet aussi donc au monde civil de se sentir concerné par les crises et la capitalisation de nos connaissances sur le sujet. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, colonel. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour des questions. Et donc, si il y a des questions en ligne ou dans le public, c'est maintenant. Mais vraiment maintenant.
Allez-y, madame. Bonjour, merci, c'était très intéressant. En fait, je ne sais pas, mais c'est peut-être une vision de simple citoyenne curieuse, mais j'ai l'impression, est-ce que l'État français investit suffisamment en fait dans cette zone pour protéger contre cette situation très fragile dans les îles au niveau climatique? En fait, je sais pas, j'ai toujours un peu l'impression qu'il y a une différence de traitement entre la métropole et les Antilles. Je ne suis pas antillaise, hein, mais... Pardon, hein, c'est un peu polémique peut-être. Non, mais c'est une sempiternelle question avec les territoires d'outre-mer, les questions de l'investissement de la métropole. On va passer une question de Nicolas Isito. Attends, il faut que tu parles dans le micro parce que sinon les auditeurs en ligne ne t'entendent pas. Oui, bonjour, merci beaucoup. C'était une étude très intéressante et merci aussi aux interventions de ce matin. C'est d'ailleurs plutôt vers Virginie Duvermagnan que je souhaiterais me poser une question. Vous travaillez sur la Caraïbe depuis très longtemps et quand vous lisez cette étude, et vous avez, j'imagine, aussi une vision de par votre expérience sur les travaux qui ont été engagés en matière d'anticipation des risques climat dans cette région et en particulier sur les DROMCOM. Est-ce que on a une vision aujourd'hui claire et prospective des vulnérabilités de nos infra critiques duales? Je ne parle pas forcément militaire, mais duales, celles qui servent aussi à nos forces armées en matière d'aéroports, de routes, de ports, de centrales, d'infrastructures de communication, etc. Et donc, quels seraient pour vous les plus vulnérables d'ici le milieu du siècle? L'étude qui a été réalisée par l'IRIS donne quelques exemples des infrastructures, mais je pense que c'est plutôt des exemples qu'une volonté de vision systématique. Et donc, qui fait quoi aussi sur ces questions-là dans ces territoires? Quels sont les principaux opérateurs chargés de réfléchir à plus long terme sur la vulnérabilité de nos grandes installations civiles ou duales? Merci. On va peut-être prendre une troisième question pour clôturer ce premier tour de questions. Capitaine de frégate Musso de la DGRIS. Ma question s'adresse peut-être plus à Madame Virginie Dumas-Magnan. On reconstruit, donc si je comprends bien, quelquefois exactement à l'endroit où les infrastructures ont été détruites malgré la vulnérabilité des lieux. Est-ce que vous pensez, je vais parler en militaire, que c'est l'arsenal législatif qui doit nous aider à faire différemment? Et est-ce que, quitte à provoquer des grincements de dents, la loi littorale doit être revue en profondeur? Merci beaucoup. Une question directe. Donc, 3 questions sur l'investissement de la métropole, sur les infrastructures civiles ou duales et sur l'arsenal législatif qui permettrait de reconstruire autrement. Qui veut commencer parmi nos 3 intervenantes? Je ne suis pas plus légitime que ça pour répondre à cette question. Non, mais vous êtes la plus haut gradée. C'est délicat. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine. Ce que je constate sur le terrain, c'est qu'effectivement, on est dans une zone où l'infrastructure souffre terriblement, donc déjà par le climat. Et après, je ne suis pas à même de porter des jugements sur l'investissement en lui-même, mais en tout cas, le climat, la sécheresse intense qu'il peut y avoir sur les infras, et ensuite l'humidité pendant la période cyclonique est forte, et peut amener à un vieillissement prématuré de certaines structures. Voilà. Je ne peux pas m'exprimer au-delà de ça. Alors, Pour ceux qui sont en ligne, et donc on va vous entendre vous souligner. Donc la personne qui a posé la question souligne le fait que les infrastructures semblent plus solides à Saint-Barthélemy que dans d'autres îles et donc s'interroge sur ce différentiel. Oui, là, alors sous cet angle-là, en fait, ce qui se passe, c'est que à Saint-Barthélemy, en fait, les personnes qui habitent sur cette île sont plus riches et construisent des bâtiments qui sont plus solides. Je pense que c'est pas les pouvoirs publics en fait qui sont en cause, mais surtout le fait que la population est différente.
c'est de l'investissement privé et qui peut effectivement, face aux ouragans, vous avez des endroits où, mais que ce soit sur toutes les îles, il y a des endroits où les gens construisent des cabanes au bord au bord d'un lagon et ce sont des vrais petits paradis quand il fait beau. Et il s'avère que quand un ouragan passe, en revanche, il ravage tout. Et quelqu'un qui construira une maison plus solide, effectivement, c'est comme l'histoire des 3 petits cochons, en fait. Voilà, c'est tout. Virginie, il y avait 2 questions qui t'étaient directement adressées. J'aime beaucoup la référence aux 3 petits cochons. Je trouve que ça s'applique parfaitement, effectivement, pour expliquer le différentiel entre ces 2 îles et qui tient tout bonnement au niveau de vie et aux moyens que la population a. Ça souligne bien son rôle aussi. C'est un peu cruel, non, cette comptine, si je me souviens bien. Oui, oui, oui. Mais les comptines et les histoires humaines peuvent être assez cruelles, en fait. Donc, ma foi, vive les 3 petits cochons. Donc, sur la question, la première question, est-ce qu'on possède une vision claire et prospective des infrastructures les plus vulnérables d'ici au milieu du siècle? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'était un peu une question de temps. Aujourd'hui, on ne dispose pas d'une vision claire, scientifiquement robuste, de quelles infrastructures seront touchées, à partir de quand, par quelle pression climatique, en fonction des scénarios climatiques que l'on doit envisager. On n'a pas de vision claire. Je la mentionnais parce que, pour le coup, elle est unique et elle mérite d'être citée. Donc, je mentionnais tout à l'heure cette étude réalisée par le BRGM en 2021 qui est finalement la seule qu'on a dans la zone qui évalue le risque de submersion chronique de cette zone de concentration d'enjeux stratégiques, infrastructures critiques incluses, aéroports, ports, réserves d'hydrocarbures, etc., en Guadeloupe. On a cette unique étude. Ça veut dire que pour le reste, on connaît l'exposition à partir d'une appréciation des altitudes, par exemple, des zones côtières. On peut dire ici ou là, c'est plus bas. Et on peut dire dans le passé, voilà les événements qui se sont produits et qui montrent qu'on a des hotspots d'exposition ou de vulnérabilité. Au-delà d'évaluer l'exposition à des niveaux marins extrêmes, par exemple, des zones qui concentrent ces infrastructures critiques, il serait fondamental d'évaluer la vulnérabilité structurelle de ces infrastructures. Comme on évalue la vulnérabilité structurelle du bâti. A-t-on des infrastructures suffisamment résistantes? A-t-on des infrastructures qui peuvent ou non rester fonctionnelles en situation de crise, au regard des éléments effectivement qui ont été soulignés précédemment et qui tiennent à la possibilité de les utiliser et ensuite de les connecter au reste du territoire. Le grand drame des îles quand une catastrophe se produit, c'est qu'on perd la continuité territoriale au sein même des territoires. On l'a très bien vu pendant les cyclones de septembre 2017 à Porto Rico. Le plus grand drame de Porto Rico a été qu'au sein de Porto Rico, chaque micro-lieu était devenu une île, en fait, qui n'était plus connectée au reste du territoire. Donc, les îles souffrent d'une escalade dans l'isolement avec un phénomène de fragmentation du territoire. Et donc, on a beaucoup de progrès à faire pour évaluer le niveau d'exposition de ces infrastructures, leur vulnérabilité structurelle et fonctionnelle, et travailler à comment on fait pour maintenir les connectivités qui sont vitales pour permettre aux secours d'accéder aux zones déconnectées et pour sécuriser donc ces territoires. Plus d'eau, plus de nourriture, très vite ça tourne au drame dans les états sanitaires et de crise sociale, de vulnérabilité psychologique, etc., que les territoires connaissent en situation de crise. Donc, qui fait quoi pour réfléchir à plus long terme sur la vulnérabilité des grandes infrastructures? J'ai tendance à penser que, comme sur d'autres sujets clés,
il serait fondamental qu'une commande étatique, quelque part, soit passée. On sait que suite à des événements catastrophiques comme les cyclones de septembre 2017 dans la Caraïbe, l'État a déclenché un appel à projet de recherche-action, de recherche utile, l'appel à projet Ouragan. Donc, ça a été mettre quelques millions d'euros sur la table pour appeler des consortiums constitués de chercheurs, mais aussi d'acteurs stratégiques de tout type, institutionnels, stratégiques, à mettre en place des projets de recherche devant produire en l'espace de quelques années les données qui sont vitales pour pouvoir sécuriser les territoires. Donc, moi, il me semble que tant qu'on n'aura pas ce type de commande qui sera passée, la connaissance continuera à progresser au gré des désirs, des points d'intérêt, etc., des chercheurs qui adressent, vous le savez, tout autant des verrous conceptuels, méthodologiques, etc., qu'ils suivent leurs propres intérêts et leur propre cheminement scientifique, même si aujourd'hui on ne décroche plus de financement pour la recherche si cette recherche n'est pas utile, n'empêche que le point que vous souleviez et qui est le plus vital de tous finalement, parce qu'il est le point d'ancrage de la survie sur les territoires en situation de catastrophe. Voilà, pour moi, tant qu'il n'y aura pas une commande qui sera explicitement passée et un budget étatique qui sera spécifiquement dédié à des équipes mixtes, chercheurs, acteurs, je vais les appeler comme ça pour aller vite, je pense qu'on n'adressera pas de manière satisfaisante ces lacunes sur ces grandes infrastructures. Donc, je pense que c'est quelque chose effectivement qu'il faudrait faire remonter. Et c'est compliqué. Moi, je travaille depuis toujours sur ces territoires insulaires. Par exemple, depuis toujours, j'ai de grandes difficultés à travailler, pour ne pas le nommer, avec le ministère de l'Outre-mer, à cette facilité à travailler avec le ministère de la Transition énergétique, l'ONERC, notre point focal GIEC français, est logé au sein de la DGC. Donc, on a cette connexion qui est facile. Avec le MOM, c'est très compliqué. Quand on a des années, maintenant des décennies de résultats de recherche à partager, qu'on propose au MOM d'organiser des réunions, un colloque de restitution de travaux, etc. Le MOM nous dit, je vous mets à disposition une salle, éventuellement je vous apporte du café et du thé, mais pour le reste, vous débrouillez à identifier les acteurs, à les inviter, etc. Donc, on a aussi des choses qui doivent remonter plus fortement au niveau de nos grandes instances décisionnelles. Je pense aux sénateurs, aux députés, aux MOM. On a là les acteurs clés. Il faut qu'une commande soit passée au plus haut niveau pour que ces lacunes soient comblées. Deuxième question, donc, elle était sur la reconstruction sur site. Et vous demandiez si l'arsenal législatif doit aider et s'il faut ou non réviser la loi littorale en profondeur. Alors, l'arsenal législatif doit aider, oui. Ces territoires souffrent d'un retard important d'application des lois nationales. La loi littorale, par exemple, s'y est appliquée après amendement et une dizaine d'années plus tard par rapport à son adoption. Donc, il y a toujours ce phénomène de retard d'application. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on n'anticipe pas dans la mise en place des lois la prise en compte des spécificités outre-mer. Donc, on continue à réfléchir sur la base de politiques hexagonales. Et ça crée, c'est un mécanisme national qui crée un retard d'adoption des lois dans ces territoires et qui fait que nos lois, nos plans, etc., aussi magnifiques soient-ils, prennent toujours très mal en compte les outre-mer. On souffre du même problème avec le PNAC, le Plan national d'adaptation au changement climatique, PNAC 2. Là, c'est travail sur la suite. Et on a beau essayer d'alerter sur les points de faiblesse de ces documents de cadrage pour les Outre-mer, on s'aperçoit que le problème n'est jamais résolu. Effectivement, c'était la première question. Il y a une différence de traitement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer, parce que grâce aux Outre-mer, nous avons la deuxième zone maritime mondiale. Nous avons la chance d'avoir les Outre-mer dans les 3 océans. C'est une opportunité sur de nombreux plans, y compris scientifiques, pour nous, très excitant de travailler sur ces territoires et aussi de les envisager comme de potentiels pionniers de l'adaptation. Mais à cause
hein, et donc avec des leçons apprises qui pourraient aussi servir pour la métropole. Mais effectivement, on a ce retard, hein, et cette insuffisance de prise en compte des spécificités des Outre-mer dans la loi. Et ensuite, on a des effets, on a des statuts différenciés, complexes des Outre-mer, les COM, les DROM. Hein, quand on va en Polynésie et qu'on atterrit dans les Tuamotu, on est dans une collectivité d'Outre-mer, mais on est surtout au Tuamotu. Et au Tuamotu, les lois qui sont adoptées et qui sont applicables à Tahiti ne le sont pas dans ces atolls. Hein, elles sont complètement inadaptées. Donc, on a aussi des effets d'inadaptation de la loi, des échelles macro, l'échelle d'un outre-mer en particulier, hein, à, dans certains cas, des archipels, puisque Polynésie, on en a 5, donc c'est vraiment un excellent exemple. Ceci étant, il faut utiliser notre arsenal législatif, vive les PPR, hein, par exemple, et autres outils. La loi littorale, est-ce qu'il faut la réviser en profondeur? Moi, je pense que déjà, un premier pas serait, telle qu'elle est prévue pour être appliquée aux Outre-mer, de l'appliquer. On a un défaut d'application. Donc déjà, appliquons-la. Et ensuite, je pense que ce qui nous manque, et on continue sur la logique des petits pas en France comme ailleurs dans le monde, il va nous falloir des lois, par exemple une loi, des éléments de cadrage sur la relocalisation, par exemple. Hein. Il y a des pays qui ont adopté des lois pour relocaliser, qui ont donc des éléments de cadrage nationaux, une politique nationale, des outils réglementaires nationaux, Nouvelle-Zélande par exemple, mais aussi des petits États insulaires dont l'expérience pourrait nous servir. Fidji, Vanuatu par exemple, ont adopté des lois pour relocaliser et ont donc ce dispositif qui est le début de l'histoire en fait, hein, pour passer à cette solution qui est cruciale pour la suite de l'histoire, parce qu'on est bien d'accord, si on a besoin de conserver des ports, les ports ne peuvent être qu'en bord de mer. En revanche, si on réduisait la quantité et donc la vulnérabilité des enjeux humains, le bâti, population exposée vulnérable, etc., on pourrait aussi, par là même, avoir une meilleure anticipation de notre capacité de sécurisation en cas de crise, hein, telle que la note présentée par Marine l'a mentionné, et face aussi aux difficultés que Madame le colonel a mentionné, hein, avec ces enjeux montants et ces défis toujours plus importants face à des capacités qui, elles, restent quand même malgré tout réduites par rapport à la complexité des enjeux de sécurisation. Donc moi, je pense qu'on a besoin, hein, de s'appuyer sur la loi, on a besoin de la force de l'État qu'on sent souvent très faible, hein, quand on est sur ces territoires. L'État, il est loin, hein, il est loin. Il est loin et je pense qu'on a besoin de rapprocher Paris de ces territoires en faisant certes du top-down, mais aussi du bottom-up. Hein. On a un besoin de faire remonter les réalités des territoires à Paris. Et je pense que pour ce faire, les forces armées, parce qu'elles pratiquent le terrain, parce qu'elles sont connectées à ces acteurs, hein, que vous mentionniez, pourraient aussi jouer un rôle vertueux, hein, dans comment on rapproche nos autres ministères, ceux qui sont en charge des politiques d'adaptation, comment on les connecte de manière plus directe et plus efficace au territoire pour qu'ils prennent véritablement acte de comment se manifeste l'urgence climatique, l'urgence sécuritaire dans ces territoires. Hein. Elle est beaucoup plus critique que sur le sol hexagonal, et cette connexion est à mon sens à renforcer d'urgence. Et oui, l'État, oui, des éléments de cadrage. Merci beaucoup Virginie. Alors on est en retard sur le programme, mais je vais quand même prendre quelques instants pour les questions qui ont été posées en ligne. Je vais vous les poser directement et je vais vous demander de répondre vraiment très brièvement en quelques mots. Ce sont des questions qui appellent une réponse binaire. Une question de Thierry Guénin pour Marine. Dans le scénario 3 de l'incident nucléaire, en plus de l'intervention chinoise, est-ce que vous avez considéré une potentielle assistance du Japon et de la Russie à la demande de l'ONU, puisque ce sont les derniers à avoir fait face à un incident nucléaire comparable? Oui ou non? Non. Très bien, merci. Une question de David Huyn, et pardon monsieur si j'écorche votre nom, pour le colonel Loichi. Au regard de la vaste superficie de son domaine maritime, de sa zone économique exclusive, est-ce que la France dispose des moyens suffisants pour faire respecter sa souveraineté?
De quels moyens, bâtiments, forces projetées la France aurait-elle besoin en priorité? Une question logistique. Alors, la France fait ce qu'elle peut pour être présente partout. Les moyens qui seraient un peu sous-dimensionnés sont les moyens aériens qui seraient nécessaires dans la zone. Mais globalement, avec les moyens dont on dispose et le partage de... En fait, je reprends ma réponse. Ce que je veux dire, c'est que pour la mission particulière du NARCOPS, c'est vrai qu'on a des besoins spécifiques avec avec le Falcon, un avion marine pour lequel aujourd'hui il y a quelques tensions. Mais en revanche, les moyens aériens sont vraiment centralisés et gérés au niveau central. Et à partir du moment où on émet un besoin, que ce soit les A400M ou enfin, d'autres moyens de transport logistique, en revanche, sont mis à notre disposition. Voilà. On peut toujours plus, mais nos ambitions sont toujours beaucoup plus grandes que nos moyens. Ce qui est bien, c'est qu'on voit haut. Mais avec ce qu'on a, on arrive à faire. Plus dommageable. Voilà, on arrive à faire ce qui nous est imparti avec les moyens donnés. Merci beaucoup. Alors, une question politique de Louise Bonin que je vais poser à Virginie Dumas-Magnan. Est-ce que la récente intervention de notre président sur la protection des fonds marins ne s'éloigne-t-elle pas des stratégies de défense et des stratégies industrielles mises en œuvre concernant ces fonds marins? Merci de m'avoir choisi pour une question Tout le plaisir est pour moi. aussi brûlante. On est là sur l'un des grands paradoxes de ce temps que nous vivons, hein, celui des conflits entre les intérêts industriels, la souveraineté des lobbies et puis les impératifs de protection. Voilà, et ça, je vais essayer adroitement de faire le lien avec la deuxième table ronde à laquelle vous excuserez mon absence, parce que je dois retourner au colloque auquel je suis inscrite par ailleurs plus loin. On peut, de ce point de vue, ça fait le lien entre cette COP27, quid de comment elle met en scène, elle prépare, elle renforce ce qui peut se passer sur la COP15 biodiversité qui commence bientôt. Donc, je vous laisserai traiter cette question à la table ronde suivante. Allez, je termine parce que je suis gentil par une question très facile de Denis Lacroix, qui a vécu le cyclone David en 1979. Donc, j'en déduis que ce monsieur a au moins 42 ans. Les risques ne sont-ils pas réduits par le niveau de connaissance et les moyens? Ainsi, un cyclone est plus dangereux pour la Dominique que pour la Martinique. Oui, en effet. En effet. Bon, et à savoir aussi que donc, il y a les moyens et la connaissance qui nous permettent justement d'essayer d'anticiper les risques. Par ailleurs, aujourd'hui, on se rend compte que la direction des cyclones, elle va doucement vers le nord, ce qui fait qu'en plus de ça, elle risque de... Enfin, la Martinique est moins exposée aujourd'hui que la Dominique. Mmh. D'accord, donc une question d'exposition géographique aussi. Très bien. Eh bien, sur ce, je vous remercie toutes les trois ainsi que le public. Ceci conclut la première partie de ce séminaire. Pour ceux qui nous regardent en ligne, nous allons marquer une très, très courte pause. Ne zappez pas, la deuxième partie du séminaire revient dans 5 minutes et nous allons directement discuter de la COP27 qui s'est conclue aux petites heures de dimanche matin sur cet accord sur les pertes et dommages. Voilà. Merci beaucoup, à tout de suite.